Très bien dit. J'ai eu la chance de m'occuper avec une collègue historienne, Carole Reynaud-Paligot, de la première grande exposition de la réouverture du Musée de l'Homme sur nous et les autres et des préjugés au racisme. Et on s'est appuyé sur tout un conseil scientifique pour arriver à donner une définition de ce qu'est le racisme, quelque chose de suffisamment exact, mais quand même assez simple, pour pouvoir être diffusé auprès du grand public. L'idée était que ça diffuse. Et d'ailleurs, depuis l'expo, diffuse maintenant dans les collèges et dans les lycées un peu partout. Voilà, et notamment, je m'appuie souvent pour les présentations que je fais régulièrement dans les lycées ou à l'UNESCO, etc., sur une bande dessinée qu'a fait un dessinateur, Ismaël Méziane, à partir de cette exposition. Alors, il y a 3 ingrédients ou composants dans le racisme. Il y a la catégorisation, la hiérarchisation et l'essentialisation. Donc, le premier, la catégorisation, c'est tout simplement de mettre des gens dans des boîtes. Le cerveau humain est fait pour catégoriser. La catégorisation, c'est naturel. On sait faire une catégorie table, une catégorie chaise. Naturellement, le cerveau est une machine à catégoriser. Et donc, inévitablement, face à la diversité humaine, notre cerveau va catégoriser. Maintenant, les catégories que l'on va employer dépendent tout à fait du contexte social dans lequel on vit. Par exemple, au XVIIe ou XVIIIe, en Europe, la catégorie la plus importante, c'était plutôt protestant catholique. Donc, la catégorisation est naturelle, mais les catégories choisies dépendent à chaque fois de la société dans laquelle on vit. Bien sûr, inévitablement, toute catégorisation va déboucher sur une hiérarchisation avec la tendance naturelle de mettre son propre groupe en haut de la hiérarchie, ce qui est représenté ici par des petits bonhommes bleus, bien sûr, c'est nous tout en haut. Mais un phénomène encore plus important dans le racisme, c'est vraiment ce qu'on appelle l'essentialisation. C'est-à-dire qu'on réduit l'essence de l'individu à la catégorie dans laquelle on le met. Et cette essence est transmise de génération en génération. On ne peut pas en sortir. Alors, l'essentialisation, elle a joué dès le début de la construction de la science des races au XVIIIe et au XIXe siècle, avec la catégorisation qui a été mise en place par Linné. Linné, c'est un grand catégorisateur de la nature, donc il a catégorisé les plantes et les animaux, et devant la diversité humaine, il a fait aussi des catégories. Mais dès le moment où il a fait ces catégories, il a essentialisé ces catégories, c'est-à-dire qu'il a mis aussi des caractères psychologiques et comportementaux associés aux catégories. J'ai repris les termes de Linné qui sont vraiment affreux. Par exemple, l'homme blanc, esprit aiguisé, inventif, doux, gouverné par les lois. Le rouge, obstiné, joyeux, libre, respectueux des coutumes. Le jaune, hautain, avare, sévère, gouverné par ses opinions. Le noir, rusé, indolent, négligent, gouverné par son caprice ou par la volonté de ses maîtres. Et donc, dès le début de la construction de la catégorie raciale, il y a cette essentialisation qui est vraiment le problème fondamental autour du racisme. Parce que de dire qu'il y a des différences, en tant que tel, ça n'est pas du racisme. Mais hiérarchiser les différences et les essentialiser, là, on tombe dans le racisme. Donc, c'est ça le raisonnement raciste. D'abord, on catégorise les gens, on les hiérarchise, et enfin, on considère que ces caractéristiques sont essentielles, immuables, et vont être transmises de génération en génération. On essentialise. Alors, toutes ces questions toute cette vision raciste débouche bien sûr sur des discriminations, sur des humiliations, sur ce qu'on appelle l'autoprophétie réalisatrice, etc. Mais ce n'est pas l'objet de ma présentation, et je pense que d'autres gens dans la salle en parleraient plus et mieux. Moi, ce que je vais vous dire, c'est ce que la science peut dire sur ces questions-là, parce que je suis professeur en anthropologie génétique, donc je m'intéresse à la diversité humaine. Et donc, il y a eu les premiers travaux de Léontine dans les années 70 qui ont montré qu'il y avait peu de différences biologiques
entre les groupes humains que l'on qualifiait de race. Mais depuis, il y a eu énormément d'avancées en génétique qui ont permis de revoir et d'approfondir ce point de vue-là. La première chose, c'est que grâce au séquençage du génome dans les années 2000, on sait maintenant que nous sommes tous identiques génétiquement à 99,9%. Donc c'est des valeurs très élevées. Il y a seulement 1 pour 1000 de différence entre deux êtres humains pris au hasard dans la planète, 1 pour 1000 de différence génétique. Donc ça donne un ordre de grandeur. On a comme ordre de grandeur, voilà, seulement 1 pour 1000. On vient tous d'Afrique. Ça a été montré, redémontré par plusieurs approches en génétique. L'origine de notre espèce est en Afrique. Il y a environ 300 000 ans et il y a environ 70 000 ans, notre espèce s'aventure à l'extérieur de l'Afrique. Troisième chose, nous sommes tous cousins. C'est-à-dire que si on compte le nombre d'ancêtres que vous avez il y a un certain nombre de générations, ça fait vite des milliards. Or, on était seulement quelques millions sur la planète il y a des dizaines de milliers d'années. Ça veut donc bien dire mécaniquement que mon arrière-arrière-grand-mère par voie paternelle est peut-être votre arrière-arrière-grand-mère par voie maternelle. Et si on fait ce calcul, on peut démontrer formellement que nous sommes tous cousins, et on peut aussi démontrer formellement que si on remonte suffisamment dans le temps, environ 10 000 ans, on a tous les mêmes ancêtres à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que moi, j'ai comme ancêtre une éleveuse chasseur de rennes, je sais pas, un paysan, enfin, un cultivateur de maïs en Amazonie, etc. Et vous aussi, on a tous les mêmes ancêtres. Ils ne contribuent pas tous de la même manière génétiquement, mais on a tous les mêmes ancêtres. Et à l'échelle, par exemple, européenne, on a tous les mêmes ancêtres il y a environ 1000 ans. Ça veut dire que si quelqu'un vous dit « dans ma généalogie, j'ai Charlemagne comme ancêtre », sans vous tromper, vous pouvez dire « moi aussi ». Voilà. Et donc, quatrième point, avec les derniers travaux qui ont été faits, on montre très formellement que l'histoire de notre espèce est une histoire faite de migrations. Il y a toujours eu des migrations, et notamment le continent européen est le résultat de mélanges de grandes vagues de migrations. Donc les premiers Européens qui sont arrivés d'Afrique, puis les agriculteurs qui sont venus d'Anatolie il y a environ 10 000 ans, et les peuples des steppes il y a environ 5 000 ans. Donc on est le résultat de migrations. Mais ce qu'il y a de très intéressant aussi qui a amené la génétique, je dirais il y a seulement 5 ou 10 ans, c'est ce qu'on connaît sur la couleur de peau. Donc là, je vous parle bien sûr que du racisme basé sur la couleur de peau. Il y a d'autres formes de racisme. Mais en tous les cas, sur celui-là, on a pu montrer avec les données génétiques que, bien sûr, la couleur de peau est le résultat d'adaptation aux environnements. On sait que dans des endroits où il y a beaucoup de soleil, la sélection naturelle a fait qu'on a sélectionné des couleurs de peau plus foncées pour se protéger des rayons UV, que dans le nord, comme il y a moins de soleil, il y a eu une sélection forte pour des couleurs de peau plus claires pour permettre de mieux assimiler la vitamine D. Et donc, on était sur ces données-là il y a environ 10 ans. Notre espèce sort d'Afrique, elle est noire de couleur de peau, et elle va blanchir lorsqu'elle va s'installer en Europe et en Asie. Et les données de ce qu'on appelle la paléogénétique ont fait tomber cette vision des choses, parce que par exemple là, vous avez une jeune femme danoise d'il y a seulement 6 000 ans. En analysant son ADN, on a pu montrer qu'il y a 6 000 ans, elle était noire de couleur de peau et qu'elle avait les yeux bleus. Et que d'une manière générale, les Européens, entre guillemets, de souche, sont des populations noires aux yeux bleus, la population européenne occidentale. L'éclaircissement de la couleur de peau date seulement de 5 à 10 000 ans. L'essentiel de notre histoire en Europe, nous sommes des populations en Europe noires avec des yeux bleus. Et en fait, cet éclaircissement de couleur de peau s'est fait pour deux raisons. Un, l'arrivée des agriculteurs d'Anatolie, donc du sud de la Turquie, du Moyen-Orient, qui étaient de couleur de peau plus claire et qui se sont mélangés avec les populations autochtones européennes qui étaient noires de couleur de peau, premièrement. Deuxièmement, une alimentation qui est devenue beaucoup moins riche en vitamine D
et qui a entraîné une sélection pour une couleur de peau plus claire de façon à aider à l'assimilation de la vitamine D. Auparavant, les chasseurs-cueilleurs européens avaient suffisamment, entre guillemets, de vitamine D dans leur alimentation pour que, entre guillemets, il n'y ait pas besoin d'une couleur de peau plus claire. Et donc, c'est finalement quelque chose de très récent que cette apparition d'une couleur de peau plus claire. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau qu'amène la génétique, en tous les cas, pour raisonner ça. Et surtout, ce qu'amène la génétique, c'est que finalement, ces quelques rares mutations dans l'ADN qui codent pour la couleur de peau. Et donc, elles ne codent que pour la couleur de peau. Donc, toutes les associations entre la couleur de peau et une essentialisation liée à des comportements qui étaient définis au XVIIIe et au XIXe siècle ne tiennent pas la route d'un point de vue scientifique. Il n'y a aucun lien entre des mutations qui codent pour la couleur de peau et un quelconque comportement qui justifierait ce qu'on appelle une essentialisation. Et donc, voilà, c'était surtout pour vous rappeler qu'il y avait quand même des nouveaux éléments, en tous les cas, sur ce que la génétique peut amener sur la réflexion autour des races. Donc, sans nier la diversité génétique, il y a de la diversité génétique, on est tous différents, dont une partie est liée à la géographie. On est différents aussi, il y a une partie des différences qui est due au fait qu'on vient d'endroits différents sur la planète. Le terme de race, en ce qu'historiquement il implique une hiérarchisation et essentialisation, n'est pas approprié pour décrire la diversité humaine. Je reviens souvent là-dessus parce que je suis régulièrement attaquée par des mouvements d'extrême droite qui disent que de dire qu'il n'y a pas de race, c'est de nier la diversité humaine. Non, on peut nier l'emploi du terme race parce que c'est un terme qui n'est pas neutre, qui est chargé historiquement, qui représente aussi de la hiérarchisation et de l'essentialisation, tout en disant oui, il y a de la diversité génétique humaine. Et finalement, même si vous expliquez à des gens qui sont racistes qu'il y a peu de différences génétiques, finalement, ça ne leur change pas leur point de vue, parce que pour eux, même un tout petit peu de différence génétique, ça suffit. Donc, finalement, c'est la limite aussi du discours scientifique, c'est que, quand même, finalement, c'est sur la valeur morale que l'on met sur ces différences que l'on peut vraiment, je dirais, faire quelque chose pour ou contre le racisme. Bon, néanmoins, on amène quand même quelques arguments. Et donc, dans cette exposition, donc on a fait cette BD, on a fait un livre avec ma collègue, Est-ce qu'on vient vraiment d'Afrique, et que depuis cette exposition, Nous les autres, des préjugés au racisme, on a un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour qu'elle diffuse dans tous les collèges et tous les lycées. Dans l'expo, il y a aussi toute une partie sciences sociales et sciences historiques que je ne vous ai pas présentée aujourd'hui. Merci.